Now, the next speaker is a longtime friend of mine. I don't know, goes back about, several decades, Professor Claude Morin, who got his PhD at the University of Paris. He is a retired professor. He taught in Latin American history at the University of Montreal from 1970 to 2006. He authored or edited 6 books, wrote close to 30 articles and chapters for journals and collective works. Most of his publications deal with colonial Mexico, contemporary Cuba, international relations, and revolutionary politics in the Caribbean Basin. He was and is still a regular commentator in Francophone media here in Quebec about events and processes in the area. He has been traveling extensively all over Latin America for more than 50 years. I'll just add one point. One is that he's also was the chairman of the history department for quite a few years. And having known him for a long time, discussing and consulting with him, I consider him to be like a walking encyclopedia about Latin America, especially in terms of the French francophones. So, Claude, it's good. Merci. Alors, merci Arnold pour l'invitation à venir m'adresser à vous pour commenter, même brièvement, le livre qui est l'objet de notre rencontre ce soir, Capitalism, Coronavirus and War. C'est un ouvrage d'une universitaire et d'une militante. De l'universitaire, le livre adopte l'appareil scientifique et l'appareil critique qu'on reconnaît dans un ouvrage universitaire, à savoir qu'il cite ses sources, que les travaux dont il s'inspire, en plus de ses propres travaux qui sont nombreux et qui figurent à la fin des chapitres, de chacun des 7 chapitres, je crois, de ce livre. Nous avons aussi oui, d'accord. Une argumentation faisant appel à une documentation à la fois variée et diversifiée et de grande qualité. De la militante, l'ouvrage propose une formidable critique du capitalisme sous ses différentes formes et ses avatars, de l'impérialisme qui est au cœur aussi de la survie du capitalisme, si bien que les lecteurs, quels que soient leurs intérêts, auront beaucoup à apprendre de cet ouvrage. Il faut en outre remercier l'autrice d'avoir offert une version numérique gratuite de cet ouvrage. C'est exceptionnel que dans le milieu universitaire, en Amérique du Nord, on puisse avoir en même temps un ouvrage imprimé qui, lui, est vendu parce qu'il faut bien couvrir des frais de la publication imprimée d'un ouvrage, mais aussi une version numérique en PDF qui nous permet de prendre connaissance de cet ouvrage et de le lire avec le même intérêt que si nous lisions la version imprimée. Dans cet ensemble qui ouvre plusieurs voies et de larges avenues, j'ai isolé 2 objections qui peuvent tenir lieu de questions. La première, d'ailleurs on l'a entendu ce soir, c'est de qualifier la Chine de socialiste. J'ai du mal, personnellement, à considérer la Chine comme socialiste, même si je ne la considère pas comme telle capitaliste, autrement que sous l'angle d'un État puissant qui planifie le développement national et qui impose des règles aux capitalistes qu'elle autorise.
tout en menant à l'occasion, et c'est le cas depuis quelques années, une campagne contre la corruption qui, malheureusement, a contribué à détruire l'Union soviétique et à réduire la Russie à un État d'un État un peu failli dans les années 1990. Et ce n'est qu'après 2000 qu'on a vu un retour en force de la Russie parce que, pour lui donner au moins ce qui lui revient, Vladimir Poutine a mis au pas les oligarques et les a obligés, tout en menant leurs propres affaires, à aussi laisser une place pour le développement autonome de l'État soviétique, de l'économie soviétique, qu'on voit aujourd'hui les effets dans la capacité à mener cette guerre. C'est pour moi, le socialisme, j'en connais peu de cas, sinon celui de Cuba, qui représente, à mon avis, la situation la plus avancée du socialisme, à la fois au niveau d'un État qui prend le développement en main et qui aussi développe une démocratie représentative, une démocratie de participation, tout en faisant face à d'énormes défis, soit un blocus depuis plus de 60 ans qui n'a fait que se renforcer au cours des 20 dernières années. Alors, c'est dans ce contexte où je vois la Chine que l'exemple cubain vient un peu nuancer l'appellation que l'on peut attribuer à la Chine en la qualifiant de socialiste. La deuxième observation, elle vient de son traitement du coronavirus. Comment les États ont fait face à cette pandémie et elle soutient que les États dits socialistes, voyant des politiques socialistes, s'en sont mieux tirés. Mon observation découle plutôt d'une expérience avec ce qu'ont été les épidémies dans le passé et de me poser la question, pourquoi ne pas tenir compte d'un possible sous-enregistrement de décès liés à la pandémie dans des pays tels que la Chine, tels que le Nicaragua, tels que le Venezuela. En d'autres mots, ces pays affichent une meilleure performance, oui, mais il y a beaucoup d'inconnus derrière les chiffres que nous obtenons, qu'on avait à l'époque de la pandémie, à savoir le nombre de décès. Pour la Chine, on disait que il y avait beaucoup de morts qui étaient incinérés et le nombre d'incinérations d'urnes dépassait largement le nombre de décès attribués par l'État chinois à la pandémie. Le Nicaragua, c'est le même problème et le Venezuela aussi. Même si l'État vénézuélien a beaucoup fait compte tenu que lui aussi fait face à faisait face à des mesures coercitives unilatérales de la part des États-Unis et des pays occidentaux. Le seul pays qui, pour moi, représente une politique telle qu'on devrait la suivre dans un État qui se réclame du socialisme, c'est Cuba qui a reconnu les décès tels qu'ils se produisaient et on ne peut pas lui opposer un sous-enregistrement chronique de ces décès liés à la pandémie. Alors, c'était les deux observations que je voulais faire, qui sont très limitées par rapport à l'ouvrage, mais je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lire cet ouvrage. C'est un véritable cours universitaire qui nous renseigne sur l'interprétation de ce qu'ont été les 50 dernières années
du capitalisme à l'échelle mondiale, mais c'est aussi une invitation à changer la société et à la changer par les mouvements sociaux, par les citoyens et par le dépassement de ce qu'est la critique qu'elle fait de la gauche. Il est vrai que la gauche a complètement échoué. Même en Amérique latine, la région que je surveille, il y a eu la gauche n'est jamais allée au-delà de ce qu'elle pensait pouvoir faire face à l'énorme opposition que lui font les partis de droite et surtout les États-Unis, l'impérialisme états-unien pour le nommer. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous livrer ce soir par rapport à ce beau livre. Merci. I'm Michael Hudson. I'm appearing here for the International Manifesto Group. If you like this video and ones like it, please subscribe. For more information, go to the address on the screen.